Donc, il est 10 heures. Je vais attendre une petite minute de plus au cas où il y a des gens qui se connectent. Sinon, évidemment, là, euh, vous êtes invités à l'écouter en rediffusion. Donc, je pense que je vais commencer. De toute façon, comme je disais, la formation est disponible en rediffusion. Donc, bienvenue à cette deuxième partie sur la formation École à la maison. Est-ce que c'est une bonne idée pour ta famille et pour ton mode de vie entrepreneurial? On va regarder ça. Donc, je vais juste... Voilà. Donc, je vous représente ma famille. Donc, c'est moi. J'ai Samuel qui est en quatrième année. Laurence est en deuxième année. Puis mon conjoint Sébastien qui est vraiment un support pour moi. On va voir comment ça fonctionne dans l'organisation de la famille. Puis, depuis la première partie, en fait, Laurence a demandé de retourner à l'école. Donc, elle est retournée à l'école hier. Donc, on est devenu une famille hybride. Donc, moitié à la maison, moitié à l'école. Elle est super excitée de ça, puis je suis vraiment fière d'elle, là. Ça s'est super bien passé. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de l'enseignement à la maison, du côté pratico-pratique, comment on fait, c'est quoi nos possibilités. Puis, on va aussi parler de plein de choses là-dedans, là. Ça va se décortiquer en plusieurs sous-sujets. Puis, il va y avoir l'école à la maison et l'entrepreneuriat. Est-ce que ça peut fonctionner? Donc, dans l'enseignement à la maison, aujourd'hui, on va parler des types de pédagogie qu'on peut adopter à la maison, des occasions d'apprentissage aussi qui sont parfois, qu'on ne pense pas, mais qui sont insoupçonnées, comme on dit. On va parler du matériel, des coûts, puis de la socialisation des enfants, parce que comme je vous l'ai dit dans la partie 1, la socialisation des enfants, c'est le plus gros jugement sur l'école à la maison. Donc, on va commencer par parler. Oups, je vais juste revenir de petit secondes. Je peux faire ça, je crois. Euh, Déjà, en premier lieu, dans l'école à la maison, il n'y a pas d'obligation de suivre le calendrier scolaire. Donc, par exemple, vous pourriez dire que vous faites l'école de novembre à mai, puis c'est correct. Vous pourriez dire que vous faites tout, tout le programme avant Noël, puis après Noël, c'est libre, on fait des projets en famille. D'ailleurs, c'est un peu ce que nous, on a choisi ici. Je vais vous en parler tout à l'heure. Même chose, il n'y a pas d'horaire, hein? Il y a pas d'obligation de commencer à 8h05 comme à l'école, de prendre une récréation, de dîner, de blablabla. Aucune obligation, c'est vous qui choisissez. D'ailleurs, moi, ça m'est souvent arrivé que les enfants dorment encore à 8h puis que les voisins sont tous déjà en classe. Donc, il n'y a aucune obligation déjà, donc aucune pression de vous mettre. S'il y a une journée là, où tout le monde s'est couché tard la veille, tout le monde s'est levé fatigué, puis ben, il n'y en a pas d'école, puis c'est correct parce que tout le monde est claqué. Puis entre vous et moi, on n'apprend rien quand on est fatigué, là. Même nous quand on travaille, puis tu sais, même nous quand on travaille, plutôt, puis qu'on est fatigué, tu sais, on le sait que ça avance moins vite, comme il semble qu'on traîne de la patte, mais il semble qu'on n'arrive pas à se concentrer. Ben, les enfants ne sont pas si loin de nous, là, ils sont juste plus jeunes. Fait que eux autres aussi, ils ont de la misère à se concentrer quand ils sont fatigués. C'est vraiment une idée de suivre notre rythme. Donc, la dernière fois, on avait une participante qui disait qu'elle avait choisi l'école à la maison parce qu'ils vont beaucoup se déplacer cette année. Ben, c'est la même chose. Les journées où vous vous déplacez, vous changez de région, ben, tu sais, tu peux pas faire l'école pendant que tu déménages, là. Tu sais, il faut être logique, là. Donc, tu sais, c'est des journées où les enfants vont plutôt vous aider dans la maison, tout ça. Puis ça, c'est une autre forme d'apprentissage qui, même s'ils ne rentrent pas dans le cadre du programme du ministère, ben, que c'est un apprentissage qu'ils vont garder toute leur vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu des méthodes d'enseignement, mais il faut savoir que je vais en approfondir à peu près 4, si je me souviens bien. Mais
je veux dire, on n'est pas des profs non plus. On n'est pas là pour appliquer by the book une pédagogie ou une autre. Et surtout, on peut mixer les méthodes. Donc, moi, c'est ça que je fais à la maison. Mais même si, par exemple, aujourd'hui, vous finissez, vous choisissez une méthode précisément, ça se peut que dans 2 semaines, vous vous rendiez compte que ça vous rend complètement folle, puis que vous n'êtes vraiment pas capable de suivre cette méthode-là, ça ne vous correspond pas, ça ne correspond pas à votre enfant. Fait que c'est correct de changer. L'école à la maison, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Puis, tu sais, comme moi, je suis rendue à ma troisième année, puis je commence à avoir le bon train. Donc, il ne faut pas se mettre de pression, il ne faut pas se sentir mal si ça ne fonctionne pas. Puis si on change de méthode 15 fois pendant l'année, c'est pas grave. L'important, c'est que vous suivez le rythme de vos enfants, puis eux, ils vous font confiance parce que vous êtes leurs parents. Donc, il n'y a aucun stress. Donc là, c'est vrai, je switch de diapositive pour vous parler de la première méthode d'enseignement qu'on appelle une méthode plus traditionnelle. C'est une méthode où on va utiliser les cahiers d'apprentissage. Donc, comme à l'école, finalement, on va avoir des cahiers. Il y a plein d'éditeurs au Québec qui font des cahiers d'activités. Je vais en nommer quelques-uns. Chenelière Éducation, RP, CEC, Grand-Duc. Il y en a vraiment beaucoup. Malheureusement, ils ne sont pas tous ouverts à l'école à la maison. Donc, des fois, ça peut être difficile d'avoir les corrigés ou de contacter quelqu'un pour avoir le matériel complémentaire au cahier. Mais en général, si vous êtes au primaire, on s'entend, le primaire, c'est assez simple, je veux dire, pour nous de comme se replonger dans la matière. Donc, on n'a pas toujours besoin de les corriger. Puis, les cahiers d'activité se trouvent facilement sur le site de Renaud-Bré, par exemple. Il faut choisir des cahiers, idéalement, là, pour que ça vous simplifie la vie. Choisissez des cahiers qui ont été approuvés pour la progression des apprentissages. Donc, la progression des apprentissages, c'est le gros document qui dit exactement quand l'enfant doit maîtriser telle notion. Donc, c'est un gros pavé comme ça. Mais quand vous prenez le cahier, vous savez que les activités suivent cette progression-là. Ils vont couvrir toutes les notions. Donc, ça peut être vraiment rassurant. Et quand on parle de cahier aussi, là, je vous parle de méthode du Québec, mais vous pouvez choisir une méthode d'ailleurs aussi. Par exemple, il y a plusieurs familles à la maison qui choisissent les mathématiques avec la méthode Singapour, qui est européenne. Je ne peux pas vous en parler davantage, mais il paraît que c'est super. Mais je ne sais pas à quel point ça suit la progression des apprentissages, mais c'est une bonne base. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un cahier québécois, mais ça peut vous simplifier la vie. Donc, les avantages d'avoir une méthode traditionnelle, c'est vraiment c'est qu'on couvre vraiment tout le programme. Vous savez que toutes les notions vont être abordées et que, ben, justement, ça vous facilite l'organisation parce que vous n'avez pas besoin de chercher des activités pour couvrir ces notions-là. Vous savez que dans le cahier, tout y est. Puis, il faut dire qu'ils sont particulièrement beaux. Là, juste pour faire exprès, je n'ai pas les miens ici, mais ils sont particulièrement beaux, ils sont colorés. Il y a des personnages, souvent, il y a des personnages avec des histoires, donc vous pouvez les suivre à travers les activités. Les enfants qui adorent là, tout ce qui est histoire, imagination, tout ça, embarquent généralement bien dans ces méthodes-là. Les désavantages, c'est que personnellement, je trouve que c'est assez répétitif. Les activités sont parfois répétitives, puis les enfants peuvent se tanner facilement. Donc, il faut aller, justement, c'est le deuxième point, on est comme limité dans le nombre d'exercices, donc il faut aller compléter avec des projets, des jeux, des exercices qu'on va trouver en ligne. C'est pas grave, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est un peu décourageant quand les enfants se tannent, là. Donc, puis vous, ça fait un petit peu de travail de plus d'aller chercher en ligne. Mais comme vous avez une bonne base, ça équilibre bien. En tout cas, pour ma part, je trouve que ça équilibre bien. Puis il peut y avoir aussi la difficulté de trouver des corrigés. Donc, des corrigés, parce que les éditeurs ne sont pas toujours très, très ouverts à offrir des corrigés pour les familles d'école à la maison. Puis les corrigés sont pensés, le prix du corrigé, là, c'est pensé selon une licence de classe. Donc, tu sais, c'est sûr que s'il coûte plusieurs centaines de dollars, puis c'est absorbé sur 30 élèves pendant 4 ans, ben c'est pas grave. Sauf que vous êtes un parent, un ou deux enfants, puis tu sais, il va être absorbé maximum
le nombre d'années que vos enfants le font, là. Donc, si vous l'achetez en 4e année, l'autre d'après peut le prendre, mais après, tu sais, vous êtes pogné avec, vous avez payé très cher pour l'avoir. Donc, les corrigés ne sont pas toujours accessibles, mais comme je disais, au primaire, tu sais, c'est assez simple de se replonger dans la matière puis de pouvoir corriger nous-mêmes les enfants dans le cahier. Quand on tombe au secondaire, là, c'est une autre game, mais j'y suis pas allée. Je suis pas rendue là, donc je veux pas m'avancer, mais je sais qu'il y a des réseaux comme parallèles là, pour trouver les cahiers, puis tout le monde se partage les corrigés, donc on peut se les revendre usagés, tout ça. Donc, il y a comme un marketplace du matériel scolaire aussi. Chez nous, j'ai choisi la méthode traditionnelle principalement pour les maths et le français parce que ce sont des matières assez importantes et il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir dans ces deux matières-là et je voulais rien laisser tomber. Mais vraiment rapidement, les enfants se tannent du cahier. Donc, le cahier, je m'en sers pour une introduction, mais on va pas faire toutes les activités dedans, à moins qu'ils aient de la difficulté avec une notion, là, mais sinon, on ne fait pas toutes les activités dedans parce que les enfants s'ennuient très vite dans ça. Dans l'autre opposé du spectre, il y a ce qu'on appelle le unschooling. Le unschooling, c'est une méthode d'apprentissage qui repose vraiment beaucoup sur la confiance en nos enfants. Donc, les parents n'enseignent pas aux enfants, on suit les intérêts et leur rythme tous les jours et on prend chaque petite occasion de la journée pour faire un apprentissage. Donc, si les enfants veulent faire des Legos, ben, on profite de cette occasion-là peut-être pour expliquer, faire des mathématiques avec les Legos. On calcule l'air pour faire notre maison en Lego. Ça fonctionne bien avec tout ce qui est projet manuel aussi, tout ce qui est recherche. Donc, par exemple, si vos enfants ils se demandent Ah, mais comment ça marche les ampoules? Bien là, vous pouvez faire une recherche, travailler l'écriture, la recherche, le vocabulaire, etc. Donc, c'est vraiment une, une méthode d'apprentissage où on approfondit chaque petite question, chaque moment de la journée avec l'enfant. Donc, ça fonctionne bien si vos enfants sont assez autonomes et sont curieux. Donc, ils peuvent s'occuper eux-mêmes, puis ils sont curieux. Donc, ils posent des questions beaucoup, ils sont prêts à aller chercher l'information. Ici, ça ne fonctionnerait pas du tout. Non, mes enfants, ils posent des questions, mais ils ne sont pas assez curieux pour aller chercher un livre, s'étendre, commencer un projet d'écriture, une affiche pour nous apprendre quelque chose. Non, ça ne fonctionnerait pas du tout. Puis, c'est surtout que c'est très prenant aussi parce qu'il faut profiter de chaque moment de la journée. Et si vous écoutez cette formation-là, c'est sûrement que vous êtes en démarrage d'entreprise ou vous avez une entreprise. Donc, de toute évidence, vous travaillez. Donc, ça peut être difficile de faire du unschooling à 100%. Mais vous pouvez en faire, par exemple, dire que l'après-midi, vous faites c'est off, unschooling. Les enfants, vous faites votre projet, par exemple. Bref, il faut essayer différentes méthodes. Il y a peut-être des périodes de l'année aussi où c'est plus calme pour vous, où vous pourriez prendre une journée de congé par semaine pour faire du unschooling avec vos enfants. Donc, c'est vraiment un mode de vie, en fait. Là. On dit que c'est une pédagogie, mais en fait, il n'y a pas de pédagogie là-dedans. Là. Donc, c'est plus un mode de vie. Les avantages, c'est que ça suit vraiment les intérêts des enfants. Fait que vous ne pouvez pas perdre leur motivation. Ils sont 100% comme motivés parce que c'est eux qui ont décidé ce qu'ils faisaient cette journée-là. En plus, vous n'êtes pas un prof. Donc, si vous avez de la difficulté à vous imaginer en prof, avec un tableau et tout, ben, ça peut être une bonne méthode de travail. Il y a une liberté d'apprentissage qui est vraiment intéressante dans le unschooling pour les enfants, justement, pour garder leur rythme, leur motivation. Puis ça les apprend à se connaître davantage aussi. Puis à développer des intérêts pour plus tard ou même des projets qu'ils vont vouloir poursuivre toute leur vie parce qu'ils ont vraiment le temps de se pencher sur ce qui les intéresse. Et un gros avantage, c'est que là, vous lâchez totalement prise sur la planification voyons, la planification des apprentissages parce qu'on suit vraiment le rythme à chaque jour. En même temps, il faut être allumé parce qu'il faut pouvoir profiter de chaque occasion pour donner une leçon ou d'apprentissage, une notion, apporter on va pratiquer l'écriture, tu veux écrire une lettre à grand-papa, grand-maman, bien parfait, on va en profiter pour pratiquer la calligraphie, le vocabulaire, on va pratiquer tout ça.
Les désavantages, évidemment, ceux qui sont très pro-unschooling diront qu'il n'y a pas de désavantages parce que c'est vraiment comme un mode de vie qui s'adapte à vous. Mais si on regarde ça un petit peu de l'extérieur, c'est sûr que c'est plus dur de remplir les formulaires quand vous n'avez pas de, 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 vous n'avez pas de plan, finalement. Donc, allez expliquer que vous avez fait tel projet. Il faut que vous soyez capable de dire, on a fait tel projet, puis on a couvert la notion de participe passé, là, on a vu les présents en faisant une lettre, on a vu les mathématiques en faisant la cabane à oiseaux. Vous voyez, il faut vraiment être créatif. Donc, ça peut être difficile à remplir pour les formulaires, mais si vous avez de la difficulté à remplir des formulaires, ça se peut que ça vous prenne beaucoup de temps aussi. Donc, il faut vraiment prendre des photos puis rester alerte au quotidien de tout ce qu'on a appris finalement. Le unschooling, ça fait aussi face à beaucoup de jugements parce que justement, les gens pensent que vous ne faites rien à la maison. Parce que justement, vous n'avez pas de plan d'établi, vous n'avez pas de cahier. Bon, les gens pensent qu'en unschooling, on ne fait rien. Mais quelqu'un qui fait du bon unschooling, en fait, fait beaucoup plus parce qu'il travaille toute la journée sur des notions, mais plus en format libre, là, projet, puis tout ça. Puis la gestion du temps, j'en ai glissé un petit peu un mot il y a quelques minutes, mais ça peut être difficile, surtout si vous travaillez, parce que, comme je disais, les apprentissages naturels là, ou unschooling, c'est vraiment saisir l'occasion d'apprentissage. Donc, je pense d'ailleurs à une maman que je suis sur les réseaux sociaux qui fait du 100% unschooling avec ses 3 filles. Puis, sa fille a commencé par quelque chose par lui dire comme c'est quoi le premier film de Disney. Puis finalement, ils ont comme projet pendant l'année de regarder tous les films d'animation de Disney, de les mettre sur une ligne du temps, univers social, de présenter une fiche pour chaque film français, de voir d'où ils viennent, de quel pays, de quelle année, combien de minutes, de tout voir ça. Donc, ça couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de, voyons, de notions, mais en même temps, c'est un projet à long terme. Donc, il faut être capable de tenir le projet de semaine en semaine. Si une journée, ça ne leur tente pas de travailler là-dessus, il faut leur reproposer le lendemain. Fait que c'est quand même un bon travail. Puis, des fois, ça peut être dur de gérer nos priorités. Donc, je l'ai mis dans la gestion du temps, mais ça aurait pu être le 4e des avantages, gérer les priorités. Parce que disons là, que vous avez une grosse saison à Noël. Donc là, on est au mois de septembre. J'imagine que vous commencez déjà à vous préparer depuis même peut-être le mois dernier à la saison de Noël. Bien, disons que là vous allez être déchiré entre oui, il faudrait que je passe du temps avec les enfants. Il faudrait que je fasse des choses avec. Ouais, mais en même temps, il faut vraiment que je prépare mes trucs pour Noël. Je vais manquer de stock ou il faut que je vois si je fais une promo ou est-ce que je profite du Black Friday ou non. Donc, tu sais, ça va être. Là, ça va être vraiment une grosse charge mentale de oh boy, est-ce que je reste avec les enfants cet après-midi ou je pourrais avancer telle affaire, telle affaire. Donc, la gestion des priorités, quand même, un bon défi aussi dans le unschooling. Mais comme je disais, si vos enfants sont très autonomes et qui sont très allumés, ça peut être vraiment excitant parce que vous pouvez leur lancer des défis puis ils vont pouvoir travailler de leur côté. Voilà. Donc, ici, j'avoue que je ne fais pas de vrai unschooling parce que je suis pas assez organisée peut-être, ou peut-être que je suis trop stressée de manquer quelque chose, mais comme je travaille beaucoup, je peux pas me permettre de faire du unschooling. Mais il y a des périodes où on s'arrête puis on travaille on fait des recherches sur des idées qu'on a eues, comme par exemple, dernièrement, on a eu, les enfants m'ont demandé comment on faisait un crayon de couleur de bois. Donc, on a fait des recherches, on a regardé des vidéos, tout ça. Puis cette journée-là, ça a été ça l'école, tout simplement. Donc, voilà. Prochaine pédagogie, je voulais parler, c'est apprentissage par projet. Donc, en unschooling, sans le vouloir, ils font de l'apprentissage par projet, comme je vous parlais, la maman avec les films de Disney. Donc, c'est un projet, dans le fond. Donc, l'idée d'un projet, c'est d'aller vers les intérêts des enfants, puis de pousser ça dans toutes les directions possibles pour couvrir des notions
de presque toutes les matières. On peut presque tout faire. Là, si vous choisissez des sciences, la géographie, vous pouvez pratiquement tout faire dans ces projets-là. Ce qui est le fun, c'est que ça donne vraiment le goût d'apprendre aux enfants parce qu'on touche vraiment à leurs projets, à leurs intérêts. Ça garde leur motivation. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est très concret. Donc, quand on travaille sur un projet, on a un résultat à la fin qu'on peut présenter, qu'on peut partager. Puis ça, c'est vraiment un must. Et bon, pour approfondir les intérêts des enfants. Là, moi, ça m'allume vraiment beaucoup l'apprentissage par projet. Cette année, j'ai décidé de faire ça. Donc, la première moitié de l'année, on clenche tous les cahiers, sans le faire au complet, comme je vous disais, parce qu'on se tanne vite, mais on clenche les notions de base. Et à travers ça, on va commencer des projets et après Noël, on va faire que du 100% par projet. Donc, on va travailler sur les volcans, on va travailler sur la géographie. Mon petit homme, il aime beaucoup la géologie. On va faire des recherches, des présentations, des maquettes, tout ça. Fait que ça, j'ai vraiment hâte. Ça m'intéresse vraiment beaucoup l'apprentissage par projet. Mais, vous voyez, je le sous-tends avec une base de cahier pour être sûr que les notions sont abordées, puis les projets vont servir à enrichir puis à réviser. Mais on peut carrément faire 0 cahier et que faire du projet. La seule chose, c'est que ça demande beaucoup de planification. Donc, il va falloir penser à vos projets et comment je pourrais exploiter les maths ici, comment je pourrais exploiter l'univers social ici. Français, je vais faire ça. OK, je vais faire une présentation orale. Oh, on pourrait regarder un documentaire en anglais pour couvrir l'anglais. Après ça, on pourrait écrire une petite partie de texte en anglais. Donc, voilà. Donc, ça prend pas mal de planification, mais ça se fait bien. Puis c'est surtout que, tu sais, on se met les mains à la pâte puis on travaille sur quelque chose. Puis, dans les avantages, en fait, j'aurais pu même dire, ça peut aider vos enfants à avoir une méthodologie de travail. Donc, quand ils vont être plus grands, s'ils retournent à l'école secondaire ou justement s'ils s'en vont au cégep, à l'université, ils vont déjà avoir une méthodologie de travail. Donc, ça va les motiver, finalement. Gestion des imprévus, ça, c'est pas facile. Donc, imaginez que vous avez un projet, là, vous êtes en train de faire une maquette, tout ça, puis finalement, la moitié casse, tu sais. Puis, en tout cas, vous voyez, genre, c'est comme le drame. Bon, là, il faut prévoir les imprévus. Donc, ça peut demander du temps de corriger nos projets, de prendre différentes, de devoir aller faire des commissions pour aller acheter le matériel qui manque. C'est pas la fin du monde parce que vous avez le temps, mais il faut pouvoir prendre le temps de gérer ces imprévus-là. Donc, on essaye de ne pas trop compacter le projet parce que sinon, on va finir par être déçu si on n'arrive pas à le faire dans les temps qu'on voudrait. Puis, un des désavantages, c'est l'analyse des notions vues, mais en même temps, c'est comme quand vous préparez votre projet, vous allez lister les notions que vous allez voir. Donc, vous allez pouvoir les analyser par la suite, mais des fois, il y a des notions qui peuvent apparaître comme ça. Donc, de revoir votre projet puis d'analyser chaque. Ah oui, finalement, hey, on a arrêté là, puis on a parlé du groupe du nom, on a analysé les phrases, Tu sais, ça peut être long. Certaines personnes pourraient ne pas aimer ça, mais en même temps, c'est le fun de revoir le chemin que vous avez parcouru avec votre enfant pour bâtir ce projet-là. J'ai 2 dernières méthodes pédagogiques possibles à vous présenter. Montessori, vous êtes des mamans, c'est sûr que vous connaissez ce mot-là, Montessori. Les enfants, surtout en bas âge, là, les bébés, il y a beaucoup de jouets. La méthode Montessori. Donc, c'est un mot qui est vraiment utilisé souvent et ça s'applique à l'école aussi, en fait parce que ça tient son nom de Maria Montessori, qui était la première femme à terminer des études en médecine en Italie et qui, elle, croyait fermement que les enfants étaient au cœur. L'enfant est au cœur de la pédagogie. Ce n'est pas la pédagogie qui est au cœur puis qui doit distribuer aux enfants. Au contraire, c'est l'enfant la priorité. Donc, on suit ses intérêts et surtout, on travaille avec des matériaux naturels, la nature, le bois, le verre, le métal. On travaille avec, vous le savez, là, les jouets Montessori sont toujours tellement beaux, colorés, mais faits aussi avec des matériaux incroyables. Donc, ça s'applique aussi
au programme scolaire. D'ailleurs, il y a des écoles Montessori, il n'y en a pas une tonne, mais je sais qu'il y en a au Québec des écoles qui sont vraiment 100% pédagogie Montessori. L'avantage de Montessori, c'est que là, je ne vais pas vous expliquer exactement tout comment elle fonctionne, mais le matériel Montessori donne une grande autonomie aux enfants. Ils peuvent faire l'activité et s'auto-corriger. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on s'auto-corrige, souvent, notre cerveau retient mieux l'information. Donc, ça développe une grande autonomie. Ça suit aussi nos intérêts parce que les enfants, idéalement, vous allez prévoir plusieurs stations, si on veut. Et là, les enfants vont pouvoir aller à la station qui les intéresse, vont pouvoir le refaire plusieurs fois dans la semaine, le mois, tout ça. Donc, c'est vraiment de suivre leurs intérêts. Aussi, ça développe beaucoup le sens critique, donc de se poser des questions. Si je classe les animaux par couleur ou par type de peau ou type de... Puis là, est-ce que aussi, quand on classe les animaux, là, les mammifères, tout ça. Donc, il y a comme vraiment tout un sens critique qui est développé dans ces genres d'activités-là. Et ça développe évidemment la concentration parce que ce sont souvent ce qu'on appelle des cartes de nomenclature qui sont utilisées. Donc, il faut se concentrer pour regarder notre carte, lire l'étiquette qui va avec, puis essayer de les associer. C'est vraiment une belle méthode. Ça s'applique assez bien aux enfants du primaire, surtout au début du primaire. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique super bien à tout ce qui est univers social, sciences et technologies. Anglais, super top. Puis moi, je trouve ça dur pour les maths et le français, par exemple. Surtout pour ce qui est grammaire, syntaxe et tout. Mais ça se fait. Les désavantages, c'est que si vous achetez le matériel, c'est particulièrement coûteux. Tout ce qui est les petites figurines, les petites cartes de nomenclature. Heureusement, sur Internet, on peut en trouver. Il y en a qui en donnent gratuitement, mais sinon, on peut les avoir pour quelques dollars. Souvent, c'est européen aussi, ce qu'on trouve sur la méthode Montessori. Donc, ça peut être en euros, mais ça va, tu sais, je veux dire, ça se fait, là. On peut trouver tout en ligne, mais il faut juste pouvoir débourser là, de sa poche. Aussi, je pense que c'est une méthode qui est assez dure à adapter aux enfants plus vieux parce que là, disons que vous êtes au 2e, 3e cycle du primaire, en univers social, vous avez un programme à suivre. Et là, si vous voulez faire ça vraiment Montessori, il va falloir que vous bâtissiez votre matériel vous-même, etc. Et comme dans le cadre de cette formation, on parle de maman en affaires, ben vous avez peut-être pas le temps de développer ces outils-là pour votre enfant. Vous êtes du genre à avoir d'autres projets. Vous n'êtes pas seulement la maman, vous n'êtes pas seulement le parent éducateur, comme on dit. Vous êtes aussi une femme d'affaires, une grande travaillante qui a plein de projets. Donc, même si vous avez tout l'amour à donner à vos enfants, vous avez peut-être pas le temps de développer ces outils-là. Donc, pour les enfants plus âgés, le matériel est plus dur à trouver, puis souvent pas très adapté au programme d'ici. Donc, et là, j'en ai plissé un mot, mais le temps d'organisation, c'est assez difficile. Par contre, vous pouvez utiliser Montessori à petite dose. Par exemple, justement, tout ce qui est carte de nomenclature pour les sciences, premier cycle, c'est vraiment facile à trouver, là. Donc, tout ce qui est sur les animaux, la nature, tout ça, c'est vraiment facile à trouver en ligne. Puis, ça peut être le fun parce que premier cycle, il n'y a pas vraiment de cahier pour tout ce qui est univers social. Donc, on doit aller prendre des activités ailleurs. Et les cartes de nomenclature, ça fonctionne vraiment bien. Et la dernière méthode, je crois que je voulais vous... Oui, c'est ça, c'est la dernière. Après, on va passer à autre chose. La dernière méthode que je voulais vous montrer, c'est la méthode Charlotte Mason. Je clique, voilà. Charlotte Mason, c'était une étudiante britannique, une enseignante britannique, pardon. Et elle, un peu comme Montessori, Montessori, Mason, puis d'autres d'autres pédagogies que je n'aborderai pas ici, comme Freinet, tout ça, sont un peu dans cette vague-là que l'enfant est au centre. C'est lui qui devrait décider ce qu'il veut apprendre parce que dans le fond, c'est un humain à part entière.
chez Charlotte Mason, on met un gros accent sur les livres vivants. Donc, pas des livres, c'est vraiment des livres, comment je dirais ça, des livres vivants. C'est des livres, par exemple, de grands auteurs, des choses qui sont très enrichissants, là, les documentaires, tout ça. Et on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les livres. On mise aussi sur des petites, au lieu de faire des grosses périodes de maths d'1 heure, des petites leçons de 15-20 minutes, une en arrière de l'autre. On travaille beaucoup la compréhension orale parce que Charlotte Mason valorisait beaucoup la rétroaction orale. Donc, par exemple, nous, au quotidien, on lit un livre en famille. Généralement, je choisis un grand classique, comme le dernier qu'on a lu, Le Magicien d'Oz. Donc, je lisais un chapitre, selon la longueur des chapitres, là, 1 ou 2 chapitres par jour. Et dans la méthode Charlotte Mason, après avoir lu, on choisit un enfant qui va nous faire une rétroaction, donc une narration de l'histoire. Et en plus, on peut rajouter une partie vraiment plus rétroaction comme critique. Qu'est-ce que vous en avez compris? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Qu'est-ce que le personnage aurait dû faire au lieu de ça? Donc, c'est vraiment de jaser. Donc, on prend beaucoup plus de temps pour jaser. Ça peut être super avec des enfants qui ont beaucoup, beaucoup de parlotte. Ça peut être super. Puis, pardon, voilà. Donc, les avantages, c'est qu'on voit une belle variété de matières. Si vous suivez vraiment la méthode Charlotte Mason, vous allez voir de l'art, de la musique, de la littérature, vraiment de tout, là. Il y a aussi, si vous êtes une famille croyante, il y a une grosse partie religion aussi que vous pouvez incorporer dans votre recherche, dans votre pédagogie Charlotte Mason. Nous, on n'est pas une famille comme ça, donc je ne l'ai pas appliqué, mais je sais qu'il y a beaucoup de familles croyantes qui adorent cette méthode-là parce que ça se mélange bien aux apprentissages. Ensuite, il y a la compréhension orale, donc évidemment, s'exprimer à l'oral aussi, parce que faire des exposés oraux fait partie du programme. Donc, quand on va faire des rétroactions, des narrations, c'est super pour pratiquer la compréhension orale, la présentation orale, puis la compréhension orale, c'est aussi que parler puis comprendre ce que les autres disent. Ce qui est intéressant aussi, qui peut être décourageant pour les enfants, souvent, c'est l'écriture. Chez Charlotte Mason, on favorise l'écriture d'une phrase par jour, mais avec notre plus belle calligraphie. Donc, les enfants sont invités à écrire une phrase par jour avec leur plus belle calligraphie. Puis après, c'est fini, on continue à l'oral. Et il y a une grosse portion de nature aussi chez Charlotte Mason, donc être dehors, profiter des bienfaits de la nature, tout ça. Les désavantages, c'est que c'est une méthode d'apprentissage qui est quand même assez éloignée de ce qu'on a été habitué. Donc, ça peut prendre un temps d'adaptation, puis ça prend un petit peu de la discipline, justement, pour l'appliquer, pour la mettre en place. Ce qui est intéressant, qui est un désavantage, mais qui est quand même un avantage en même temps, excusez-moi, c'est que les matières vont vraiment vues en profondeur. Donc, c'est bien pour développer nos connaissances, tout ça, mais en même temps, ça gruge du temps. Donc, souvent, quand on est une maman d'affaires puis qu'on fait l'école à la maison, notre enjeu, c'est le temps. Et ça, c'en est un assez grand. Le coût du matériel, c'est surtout parce qu'on veut que l'enfant soit enveloppé par une grande variété de livres, surtout des livres. Donc, les livres, ça peut être assez coûteux. Vous en avez sûrement déjà à la maison, donc vous pouvez partir avec ça puis enrichir votre bibliothèque au cours de l'année. Mais c'est sûr que les gens qui prennent Charlotte Mason, par exemple, sont de grands bouquinistes. Ils vont vraiment faire les ventes de livres puis ramasser un tas de livres que les enfants vont pouvoir consulter. Et la disponibilité aussi parce que ça prend du temps pour écouter, faire les rétroactions et tout. Donc, ça peut être un peu dur pour gérer votre temps dans la journée. Si vous dites on fait de l'école de 1 à 3, ben ça se peut que ça déborde. Si vous avez des beaux échanges, vous n'allez pas dire à vos enfants ouais, ben là, on va arrêter de se parler là, parce que là, il est 3 heures. T'sais. Donc, ça peut demander plus de disponibilité. Mais comme je vous dis, tout est possible de prendre des petits morceaux de chacun
de prendre ce que vous aimez de chaque pédagogie pour faire votre propre horaire personnel. Donc, il y en a plein d'autres pédagogies. Quand on commence à chercher sur l'école à la maison, on apprend des tonnes de choses intéressantes. L'apprentissage par le jeu, en fait, même vous ne faites pas l'école à la maison, vous avez des enfants qui vont à l'école. Le jeu, c'est genre winner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si vous voyez qu'ils arrivent dans leur devoir puis ils ont de la difficulté avec des choses, vous pouvez aller en ligne puis juste marquer jeu pour réviser le présent de l'éducatif. Puis, ils vont, les profs sont très généreux dans leur matériel. Plusieurs le donnent gratuit, sinon c'est quelques dollars, puis vous allez avoir un jeu que vous allez pouvoir jouer pendant toute l'année pour réviser ça, puis vous assurer que vos enfants ils ont bien acquis cette notion-là. Donc, quand on parle de pédagogie d'apprentissage par le jeu, c'est que tout se fait par le jeu. Donc, il faut avoir à la maison la possibilité d'avoir beaucoup de jeux qui vont aborder beaucoup de notions différentes. Apprentissage par thème, c'est un peu comme le jeu, mais là, on va choisir des thèmes. Donc, par exemple, je vous parlais de mon garçon tout à l'heure, Samuel, il aime beaucoup les volcans, les roches, la géologie. Donc, un thème, ça pourrait être les volcans. Pendant un mois, on étudie les volcans et on va faire toutes les notions à travers ça. Donc, ça recoupe aussi l'apprentissage par projet, mais là, c'est vraiment un thème. Donc, vous pourriez avoir 3-4 projets sur le même thème. Voilà. Vous avez aussi des pédagogies comme Freinet et Waldorf. Personnellement, je ne peux pas vous en parler plus aujourd'hui parce que quand je lis ça, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre le principe. Donc, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous pouvez vraiment choisir la méthode qui vous convient, prendre les morceaux, faire un espèce de mix and match, puis avoir la méthode qui vous convient le mieux. Il y a d'autres ressources aussi qui est vraiment intéressante. C'est que vraiment, quand on se met à chercher, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, il peut y avoir des programmes en ligne comme l'école maison par Madame Amélie ou Succès scolaire, plus au secondaire, ça. Mais l'école maison par Madame Amélie, par exemple, au primaire, vous pouvez inscrire vos enfants. Par exemple, je pourrais inscrire Samuel, qui est en 4e année, et là, je vais recevoir tous les mois la planification du mois avec toutes les activités que je dois faire, le matériel que je dois me procurer. Donc, en fait, toute la planification est faite pour vous et à la fin de l'année, vous êtes sûr d'avoir tout couvert. Et vous pouvez aussi choisir des cours en ligne à la carte. Par exemple, si vous voulez déléguer, si on veut, l'enseignement de l'anglais, il y a Miss Flower qui offre des cours d'anglais en ligne. Mais là, il faut que votre enfant soit assez à l'aise de s'asseoir devant l'écran puis de parler en anglais avec d'autres enfants qui sont partout au Québec. Moi, je sais que le mien ne serait pas à l'aise du tout devant l'écran. D'ailleurs, vous ne l'avez pas vu de la formation parce qu'il n'y a pas du tout les écrans. Plutôt, ils n'aiment pas les caméras. Donc, mais si vous avez des enfants qui sont à l'aise, d'ailleurs, Miss Flower est hyper recommandée, vraiment top son service de ce cours d'anglais. Dans tous les cas, peu importe ce que vous choisissez, peu importe ce que vous testez, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est qu'il faut que vous variez vos supports d'enseignement. Donc, si vous choisissez de faire le cahier une journée, puis que vous voulez pratiquer cette notion-là le lendemain, bien, choisissez un autre support. L'ordinateur, le tableau, un tableau blanc. Ici, on a des tableaux blancs. J'ai un tableau à la craie aussi. Là, les enfants, ils adorent ça quand c'est leur tour d'écrire au tableau. Tu sais, ça rend la tâche un petit peu moins redondante. Puis c'est plus excitant aussi dans ce temps-là de garder c'est plus facile de garder notre motivation plutôt. On va passer à la prochaine section sur les occasions d'apprentissage. Voilà. Section assez courte pour vous dire que l'apprentissage, ça se fait partout. C'est pas vrai qu'on doit rester assis dans la classe toute la journée pour ça. Ça convient à certaines personnes. Par exemple, ma fille avait super hâte, elle a adoré sa première journée dans la classe. Mais il y a des enfants qui ne sont pas capables de vivre ça, ou peut-être parce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage ou quoi que ce soit, mais même s'ils n'en ont pas, puis vous avez choisi d'enseigner à la maison, il y a l'apprentissage, ça dépasse le cadre scolaire. Ça peut être un truc qui marche super bien, la cuisine. Ça marche super bien pour tout ce qui est voir les fractions
les mathématiques, savoir lire une recette, savoir sortir les bons outils. Tout ça, ça marche super bien. Les apprentissages, ça peut être des sorties aussi. Donc, ça fonctionne très bien pour l'univers social, par exemple. Aller visiter des musées, des sites historiques, écouter des conférences en ligne ou en personne. Ça compte comme de l'apprentissage aussi. Il peut y avoir des cours parascolaires. Donc, vous pouvez toujours inscrire vos enfants à des activités parascolaires. Ce n'est pas parce qu'ils vont à l'école qu'ils arrêtent leurs activités. Donc, ils peuvent aller faire le soccer, le karaté, les scouts. Tout ça, c'est des occasions d'apprentissage qui dépassent le cadre du programme, mais qui sont vraiment précieuses, qui sont vraiment précieuses. Voilà, je pense que c'est tout que je voulais dire sur cette section-là, mais en gros, il ne faut vraiment pas être gêné. Vous allez trouver là, des occasions d'apprentissage. Donc, même si vous avez l'impression que vous avez une semaine assez poche ou que vous avez été trop occupé pour vraiment vous asseoir, faire quelque chose avec votre enfant, revoyez votre semaine, puis vous allez voir, vous allez trouver des occasions d'apprentissage sûrement. Ce qui est intéressant aussi, c'est à la fin de l'année, quand on fait le portfolio, si vous choisissez cette méthode d'évaluation-là en fin d'année, donc, petit rappel, vous devez mettre des preuves d'apprentissage pour chaque compétence de chaque matière. Et là, souvent, c'est pas l'activité la plus excitante de l'année, mais c'est vraiment intéressant pour les parents de voir tout le chemin accompli. C'est vraiment fabuleux de voir, hey, on a réussi à faire ça cette année, c'est quand même cool, tu sais. Donc, voilà. Le matériel et les coûts en 3 points. Premier point, où on s'installe dans la maison. L'école à la maison, ça se fait partout. Je l'ai souvent fait sur la table du salon à côté de ma pile de lavage. D'ailleurs, j'avais pris une photo une fois, ça avait fait rire tout le monde, mais les enfants étaient bien parce qu'ils ont des chaises adaptées à leur hauteur, donc ils sont à la bonne hauteur. Ils sont bien installés sur cette table-là, donc ça fonctionnait super bien. La table à dîner fonctionne très bien aussi. On a souvent vu des parents, des familles adapter leur salle à dîner pour coller des choses sur les murs, tout ça. Des fois, ça fonctionne bien. Ici, j'ai pas beaucoup d'espace de mur parce qu'on a quand même pas mal de fenêtres. Donc, je trouvais ça difficile d'afficher. Puis je trouvais que quand même afficher, c'est vraiment winner parce que les enfants le voient régulièrement, puis ça finit par rentrer sans s'en rendre compte. Puis, c'est surtout aussi que si vous mettez sur la table de cuisine, table du salon, ça fonctionne bien pour des projets courts, mais quand votre projet dure 1 ou 2, 3 jours, là, ça fait comme 2, 3 jours où vous ne mangez pas sur la table parce que vous ne pouvez pas bouger votre maquette parce qu'elle va tomber, parce qu'elle n'est pas sèche. Donc, ça peut être assez encombrant. Donc, mais ça fonctionne vraiment bien, là. Donc, si vous commencez l'école à la maison et vous n'avez pas d'espace dans la maison où vous pouvez dire c'est notre espace école, ce n'est pas grave parce que on peut s'installer partout. Ici, vous voyez, je commence bientôt ma 3e année et on a décidé de faire une pièce en bas qui est notre classe, là, notre espace école, comme on l'appelle. Et là, j'ai suspendu les tableaux, j'ai suspendu un mur de mots. Donc, c'est un mur où on met nos mots de vocabulaire toutes les semaines. Il y a des affiches partout sur les temps de verbes, il y a des affiches partout. Et ça fonctionne vraiment bien. On dirait que c'est un espace plus calme pour les enfants où on sait qu'on est enveloppé de sécurité pour apprendre, là. Donc, c'est comme il y a moins de stimuli de la maison. Donc, il n'y a pas de lavage à côté non plus. Le matériel, dépendamment de la méthode d'apprentissage que vous choisissez, il peut en avoir de très peu jusqu'à vraiment à l'infini. Donc, ça peut être les cahiers, mais ça peut être tout ce qui est matériel de bricolage, les livres, les magazines que vous achetez. Souvent, ce qui fonctionne bien, c'est d'inscrire nos enfants à un magazine comme, mettons, Les Débrouillards ou quelque chose qui va favoriser la lecture, mais qui va apporter des notions de science, de mathématiques, qui va développer leur curiosité aussi. Donc,
et tous ces abonnements-là. Il faut aussi penser au matériel électronique. Donc, nous, on n'est pas encore très électronique pour l'école à la maison, mais il y a des familles qui utilisent carrément l'ordinateur pour faire l'école à la maison. Donc, les enfants ont leur plan de match sur l'ordi, puis ils savent où s'en aller ou avec leur tablette. On peut utiliser beaucoup d'applications pour apprendre aussi. Il y a des super applications d'apprentissage. Certaines sont gratuites, mais d'autres sont payantes. Chose certaine, une imprimante, ça va devenir votre nouveau meilleur ami. Il faut que ça soit une imprimante que vous n'allez pas pleurer si vous avez, parce qu'elle est toujours vide d'encre. Parce que ça va très vite quand on imprime 5 pages d'activité ici, 3-4 pages de jeu là. Ça va très, très vite. Genre, j'ai jamais vu ça. C'est fou, l'encre. Cette année, j'ai acheté j'étais tannée justement d'imprimer, puis là, j'en voulais une qui faisait recto verso et ça gaspillait beaucoup de papier. Donc, on a pris une HP avec son programme Instant Ink, donc qui, justement, c'est l'imprimante qui envoie un signal pour dire oui, j'ai besoin d'encre, et là, il vous envoie de l'encre directement par la poste. Vous n'avez même pas besoin d'y penser. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que moi, j'étais du genre à toujours oublier de commander de l'encre. Et c'est un abonnement par mois, c'est vraiment pas coûteux parce que vous pouvez choisir combien de pages vous faites par mois. Puis même quand vous achetez l'imprimante, il y a souvent des mois gratuits d'encre. Donc, vous voyez, moi, j'ai 6 mois gratuits d'encre et ça fait déjà 3 fois que j'ai de l'encre et c'est gratuit. Donc, j'en profite en de la période d'essai. Mais le choix de l'imprimante est vraiment, vraiment important. Et un autre outil que j'aime beaucoup, c'est la plastifieuse. Donc, pour plastifier les éléments, là. Donc, ça, c'est vraiment bien si vous choisissez, par exemple, Montessori, que vous faites des cartes d'apprentissage, bien, vous ne voulez pas que la carte elle soit tout tordue après juste une activité, tu sais. Plastifier, puis vous le gardez, puis vous pourrez le passer au suivant après, si vous voulez. Puis, en tout cas, la plastifieuse, c'est vraiment merveilleux. Ça fait vraiment des beaux outils qui durent longtemps. Mais tout ça a un coût, hein, l'encre, le plastifieuse, le plastique aussi, les sorties, malheureusement, l'essence, les billets. Des fois, on doit sortir, dépendamment d'où vous êtes au Québec, vous sortez de votre région. Donc, il y a peut-être des coûts d'hébergement aussi. Il y en a qui font comme des voyages. Ils prennent leurs vacances une semaine. Évidemment, ils ne font pas que de l'école, mais ils profitent pour mettre plusieurs sorties qui vont compter dans les apprentissages. Ça fait des belles vacances. Tout ce qui est matériel scolaire, là, veut pas, on en a besoin de la colle puis des ciseaux, puis on en a besoin des crayons à mine. Puis un super investissement, l'aiguisoire électrique aussi. Ça, c'est vraiment génial, là. Cette année, j'ai décidé de plier puis d'acheter un aiguisoir électrique, là. C'est vraiment merveilleux. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous donner de chiffres sur les coûts par année, par mois, tout ça. Ça dépend vraiment des familles et des méthodes d'apprentissage qui sont choisies, mais il faut juste se dire que c'est pas moins cher que l'école. Ça, c'est sûr, c'est pas moins cher que l'école. C'est souvent même plus cher, malheureusement. Puis surtout au début, parce qu'on fait des essais-erreurs. On veut essayer différentes choses avec nos enfants, voir ce qui pogne bien avec eux, ce qui fonctionne bien avec notre mode de vie. Donc, inévitablement, on dépense pour ce matériel-là. Fait que ça entraîne pas mal de coûts. Et je voulais dire quelque chose d'autre que ça m'est sorti de la tête. Donc, si ça revient, je vous le dirai. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous disais tantôt, il y a tout un matériel, il y a comme tout un marché là, pour le matériel scolaire. Donc, si vous avez des cahiers non utilisés, tout ça, ça se revend, là. Donc, même si vous achetez des beaux livres de sciences, puis vous savez après que vous les réutiliserez plus, ça se revend très bien, là. Il y a un beau marché pour le matériel scolaire usagé. Voilà. Un dernier point pour cette section-là, la socialisation des enfants. On en a parlé. Les enfants, c'est le plus gros jugement sur l'école à la maison. Là. Tout le monde pense que les enfants ne voient jamais d'autres enfants, puis que là, ils sont tout seuls, puis ils vont devenir ermites. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est même prouvé
Il y a beaucoup de témoignages de familles en ce sens aussi que les enfants, après, quand ils se rendent dans des endroits où ils rencontrent des nouveaux enfants, ils sont beaucoup moins gênés. Ils ont beaucoup moins de pression. Veux pas, sans dire qu'on fait un show à l'école, quand on passe toute la journée avec un groupe, ben ça gruge de notre énergie d'être 100% présent dans un groupe. Il y en a pour qui c'est facile, puis il y en a pour qui c'est vraiment très dur. Donc, c'est pas vrai que dans la vie, on a besoin de voir des amis tous les jours, puis c'est pas vrai qu'on a besoin d'être dans un groupe tous les jours. Pensez justement à tous ceux qui aiment, comme moi, le télétravail. Moi, aller travailler dans un bureau où il y aurait 30 personnes à côté de moi toute la journée, je pense que je serais très fatiguée à la fin de la journée. Donc, c'est un très gros jugement et c'est surtout pas vrai. Euh, Ici, on est chanceux, on a un quartier très animé, il y a des enfants partout. Donc, dès que tout le monde revient de l'école, les enfants sortent puis on les voit plus pour la soirée. Mais il y a des quartiers aussi où c'est plus éloigné, mais il y a toujours une façon de faire socialiser les enfants. Même si, tu sais, quand on dit socialiser, ça ne veut pas juste dire avec les enfants non plus. Nos enfants peuvent socialiser avec des adultes aussi. Par exemple, quand ils font une visite guidée dans un musée, ils vont poser des questions. Quand on va aller faire les courses, tout ça. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, les groupes de soutien. Donc, à peu près dans toutes les régions du Québec, il y a des groupes de soutien d'école à la maison. Donc, c'est des familles qui se regroupent, qui organisent des activités éducatives ou non, justement pour se rencontrer. Les enfants peuvent jouer ensemble, apprendre quelque chose ensemble. Puis les parents aussi, ça nous fait du bien de parler à d'autres parents qui vivent les mêmes défis que nous, que ce soit à la maison en apprentissage ou en discussion avec notre personne ressource, les formulaires, les examens obligatoires, tout ça. Ça fait du bien de se regrouper puis de discuter avec d'autres personnes qui comprennent notre réalité. Dans certaines régions du Québec, il y a des centres d'apprentissage. Ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis, en même temps, si vous êtes entrepreneur, ça va vraiment vous intéresser. Dans Charlevoix, malheureusement, il n'y en a pas, c'est poche, mais j'espère que ça va venir un jour. Donc, des centres d'apprentissage, ce sont des espèces de centres, là, mais souvent en nature, où il y a des éducateurs ou d'autres parents bénévoles, ou même, en tout cas, je leur souhaite qu'ils sont payés un peu, mais je ne sais pas, qui vont accueillir votre enfant pour la journée puis qui vont faire des journées d'apprentissage. Donc, comme, c'est plate à dire, mais comme une garderie, mais pour grands enfants où on apprend des choses toute la journée. Donc, souvent, ça se passe en nature, justement. Les enfants peuvent faire des constructions de cabanes, peuvent avoir des projets, ils peuvent avoir des ateliers sur la survie, tout ça. On ne peut pas déléguer tout l'apprentissage des enfants au centre d'apprentissage. Ça, c'est non, c'est pas possible. Mais c'est un super complément. Puis si vous avez besoin d'une journée pour avancer des choses, puis que vos enfants ils ont besoin d'aller lâcher leur fou, bien, ça fait vraiment une belle occasion, là. Vous pouvez les inscrire une journée, 3 jours, 2 jours. La semaine d'après, vous ne pouvez pas y aller, vous n'y allez pas. Donc, c'est vraiment un concept super le fun. Puis évidemment, il y a les sorties où on peut socialiser, comme je disais tout à l'heure. Donc, si vous faites des, euh, des sorties en musée, par exemple, les enfants pourront poser des questions. Mais je veux dire, tu sais, socialiser, c'est pas nécessairement jouer, ça peut être juste de poser des questions ou d'être capable de se présenter à une autre personne. Donc, il y a vraiment les occasions de socialisation sont énormes. Puis, malheureusement, ben, quand on pense aux enfants, on pense qu'ils socialisent juste assis dans une classe ou dans le cours de récréation, alors que c'est tout à fait faux. La preuve, c'est qu'il y a des enfants à l'école qui ont même de la misère à socialiser alors qu'ils sont avec des enfants toute la journée. J'ai l'impression que je parle un peu la voix, je suis désolée. Et là, on va conclure la formation aujourd'hui avec un petit point sur l'entrepreneuriat et l'école à la maison. Est-ce que c'est possible? Euh, c'est possible, mais il faut mettre en place certaines choses pour que ça devienne pas décourageant. Parce que on a toutes nos mauvaises semaines, nos mauvaises journées. Comme je vous disais dans la partie 1 de la formation et même tout à l'heure, je l'ai dit, il y a des journées où ça marche pas, puis c'est correct. Ça sert à rien de de vous dire que vous étiez poche, que vous étiez pas bon. Ça va arriver, là, vous allez vous trouver poche. Mais après coup, pensez-y, vous allez avoir vu beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps. Donc, vous ayez pris une semaine de congé parce que tout le monde était scrap, puis il y avait le rhume, ben, on s'en fout.
Je veux dire, c'est pas grave, là. Donc, l'entrepreneuriat école-maison, 4 points. 1, l'organisation du temps. Suivez pas le calendrier scolaire, ce n'est pas votre calendrier de famille. Clairement, vous pouvez décider de respecter les pédagogiques si vos enfants ont des amis. Puis nous, on fait ça ici, là, on respecte les pédagogiques, comme ça, les enfants peuvent aller jouer dehors avec les voisins. Mais je veux dire, vous pourriez décider d'avoir une semaine de vacances par mois, là. Donc, puis vous, pendant cette semaine-là, ben, vous clenchez certaines choses. C'est vraiment, il faut que vous voyez qu'est-ce qui fonctionne bien pour votre famille. Combien de jours par semaine? L'école à la maison, ça n'a pas besoin d'être 5 jours semaine. Non. Ici, on finit souvent avec 3 ou 4 journées. Je prévois 5 journées parce que quand on a des bonnes semaines, on y va, on clenche. Mais si on ne se sent pas bien, ben c'est 3 ou 4 journées. Puis ça fonctionne bien aussi. Combien d'heures par jour? Bien, clairement, vous avez autre chose à faire, donc ça ne va pas vous prendre toute la journée. Là, on ne fait pas du 8 à 3. Généralement, primaire, là, on peut carrément dire qu'on fait 1 heure par jour d'enseignement formel, parce qu'on l'a vu tantôt, il y a les enseignements informels, les apprentissages informels, ça peut être dans tout, mais qu'on est assis puis qu'on fait de l'école, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. Ici, généralement, ça dure 1 heure et demie, plus notre temps de lecture en famille, puis un petit peu ici et là dans la journée, mais 1 heure et demie, 2 heures gros max. Donc, ça, c'est à faire des tests aussi. Mais justement, s'il y a une journée que vous avez fait une demi-heure, ben, traitez-vous pas de poche, là. Ça arrive. Les rôles à la maison. Et c'est là que mon conjoint intervient. Le soutien du conjoint est vraiment essentiel. Il y a des familles, et nous, ça a été là, comme ça longtemps, le conjoint ne faisait pas d'école à la maison. Mais, par exemple, ils doivent participer parce que là, vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne pouvez pas aller faire l'épicerie, le souper, le ménage, travailler, faire l'école à la maison. Vous comprenez, c'est impossible. Donc, très longtemps, jusqu'à cette année où je vais vous en parler après, mais on avait dit que je faisais l'école à la maison puis lui s'occupait du ménage. Donc, pendant 1 an et demi, je n'ai presque pas fait de ménage et de vaisselle. Et quand il est là, c'est lui qui fait les repas pendant que moi, je travaille. Mais cette année, on a décidé de faire une autre méthode le matin parce que lui travaille de soir. Donc, le matin, quand je travaille, je suis en formation, mon ami. Ça ne sera pas long, d'accord? Désolée. Donc, à la maison, quand il est à la maison le matin parce qu'il travaille le soir, ben, le matin, il va s'occuper de l'univers social, puis de quelques petites pages de cahiers ici et là de révision. Puis, en plus, on va s'occuper du ménage, mais au moins, la pression de couvrir la matière n'est pas juste sur mes épaules à moi. Donc, ça dépend. Il y a des. Ça a pris du temps avant qu'il veuille faire ça. Il ne se trouvait pas très pédagogue, mais finalement, il essaye cette année, puis ça se passe très bien. Donc, ça, c'est essai-erreur, comme tout le reste. Lâcher prise aussi. Ouais, je sais. Il faut lâcher prise sur votre ménage, vraiment. Puis le plus facile de vous dire, c'est est-ce que c'est vraiment plus important que mon enfant? Non. Donc, lâchez prise sur le ménage, la vaisselle, tout ça. Déjà, vous êtes entrepreneur, donc vous avez déjà vous avez déjà cette conscience-là de lâcher prise, là. Donc, il faut que vous lâchiez prise pour ça aussi, parce que il faut que, je veux dire, les enfants, c'est plus important que la vaisselle. Fait que peut-être qu'elle sera faite juste une fois à la fin de la journée, puis c'est tout. Puis peut-être que le lavage, ben, il va être fait un petit peu moins souvent, mais il faut lâcher prise. Puis les semaines coup-ci, coup-ça, écoutez, c'est comme ça la vie, là. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Dans les écoles, c'est pas parfait non plus. Moi, mon mari a travaillé longtemps, ben longtemps. Il a travaillé 1 an dans une école, puis il l'a vu, là, les profs, ils ont des semaines coup-ci, coup-ça aussi, là. Des semaines où ils ont l'impression de rien avoir enseigné parce qu'ils ont fait la police toute la semaine. Ça arrive souvent quand il y a des tempêtes, là, ou des orages, là, puis que les enfants, ils sentent, puis on dirait qu'ils sont plus excités. Ben, c'est comme ça, c'est tout. On prend avec, puis on reporte à plus tard. Puis souvent, vu que les enfants comprennent plus vite parce que vous êtes seul avec lui, ben, vous gagnez du temps ailleurs.
Donc, quand vous allez avoir une semaine niche, ben, c'est pas grave. Vous êtes une super maman pareil, puis vous faites de votre mieux, puis c'est ça l'important. Puis votre enfant, là, en tout cas, moi, toutes les semaines, je me fais dire un gros merci de faire l'école à la maison. Donc, vous êtes une super maman, tout simplement. Donc, c'est ça. C'est ce qui conclut notre formation, je crois. Je clique, oui, sur l'école à la maison et l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est une bonne idée pour votre famille? J'espère que vous avez appris tout ce que vous aviez besoin de savoir. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à la boîte info@commercialmamanenaffaires.com parce que je suis coordonnatrice pour Maman en Affaires. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions. Et voilà. Donc, je vous souhaite d'essayer si ça vous tente. Et sinon, c'est bien correct comme ça. L'important, c'est que ça respecte votre famille. Bonjour tout le monde. Oui. Arrêtez le partage.